Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre, on va le définir comme un livre mythologique. En tout cas, c'est un livre qui parle de phénomènes fantastiques. Donc on peut, oui, on peut le relier à de la mythologie. Et c'est un livre d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est un professeur de littérature germanique, un médiéviste, dont j'ai présenté déjà des livres sur cette chaîne, c'est Claude Lecouteux. Et le livre en question, aujourd'hui, j'avais déjà traité des nains, des elfes. Et il va être question d'un sujet qui, en général, plaît plutôt. Il va être question d'histoire des vampires. Alors voilà, donc le sous-titre, Histoire des vampires, autopsie d'un mythe. Donc c'est un livre qui est vraiment passionnant, comme le sont tous les livres que j'ai lus de Claude Lecouteux, sur ces phénomènes de croyances anciennes, de mythes anciens, d'où ils viennent, pourquoi ils existent encore, comment ils se sont construits, jusqu'où on peut remonter pour essayer de les définir. Lecouteux est vraiment un chercheur incroyable. Il a une énorme somme de travail derrière lui, beaucoup de livres. Et celui-ci, eh bien, n'échappe pas à la règle. Il est vraiment intéressant. Et le but de ce livre, c'est de nous expliquer, tout simplement, comme son titre l'indique, l'histoire des vampires, d'où ils viennent, de quel imaginaire sortent-ils, comment leur image s'est construite et comment elle a évolué au fur et à mesure du temps, comment on peut trouver des traces anciennes du vampire, qu'est-ce qu'elles nous disent ces traces, est-ce qu'elles ont transformé le personnage, voilà. Un tas de questionnements passionnants qui vont être débattus dans des questions qui vont être débattues dans ce livre. Lecouteux, si vous n'avez pas entendu déjà des vidéos de moi en parler, c'est donc un universitaire. Donc il fait un travail extrêmement sérieux. Donc il n'est pas là pour nous raconter des balivernes, même si c'est une lecture très agréable, qui n'est pas du tout fastidieuse, c'est une lecture sérieuse, qui nécessite d'avoir envie d'approfondir un sujet d'une manière universitaire, et pas simplement de survoler l'histoire des vampires. Donc là, on est sur pourtant un livre qui n'est vraiment pas très épais, hein. On est sur 192 pages, et comme d'habitude avec Lecouteux, sur des livres de petite taille, il y a une somme d'informations incroyable. Donc c'est un livre aux éditions Imago, comme souvent pour Lecouteux, qui a été édité en 2002. Je n'ai pas lu grand-chose d'autre sur les vampires, hein. J'avais lu un livre une fois d'une chercheuse roumaine, je crois, franco-roumaine, et qui se déplaçait en Roumanie pour nous parler de la persistance du mythe du vampire aujourd'hui, et ça ne m'avait pas du tout plu. C'était une somme de témoignages de gens d'aujourd'hui qui étaient livrés presque bruts, et j'avais vraiment pas du tout réussi à entrer dans le livre. Là, Lecouteux, c'est pas le cas. On a, comme souvent avec lui, beaucoup de témoignages anciens, beaucoup de récits anciens, ça c'est sympa, hein, d'avoir des récits anciens qui nous permettent de donner corps au sujet, c'est vraiment bien. Et il y a l'analyse de l'universitaire qui va nous dresser un portrait du vampire, nous expliquer qui il est, d'où il vient, comment il a été fabriqué et quelles sont ses caractéristiques principales. Au début du livre, on a un rappel littéraire, plutôt, sur un premier gros chapitre, où Lecouteux va nous parler des grands écrivains qui ont construit aussi le mythe du vampire. Donc il y a Polidori, il y a le Fanu, il y a évidemment Bram Stoker, hein, qui n'a pas entendu parler de Bram Stoker avec son Dracula, pas fondateur du mythe, mais qui donne beaucoup de codes au mythe tel qu'il existe encore aujourd'hui. Il nous parle d'une nouvelle aussi de Alexis Tolstoï. Alors Alexis Tolstoï, c'est un cousin de Tolstoï, c'est pas le Tolstoï, avec une nouvelle qui s'appelle La famille du Vourdalak, et qui est vraiment passionnante, que j'avais lue avant de lire ce livre. Je l'avais dans un livre de nouvelles fantastiques qui avait en commun, je crois, de parler pas forcément du vampirisme, mais des monstres,
Je crois pas que c'est. Si je pense peut-être que ça parlait que du vampire. Si ça me revient, je vous l'incrusterai. C'est des nouvelles classiques qui étaient réunies et compilées dans une collection. Et donc, cette famille du Vourdalac, je l'avais déjà lue, c'est une nouvelle que je vous conseille. Elle est vraiment sympa. Elle est un peu à vous glacer le sang. C'est très réussi. Et donc, il en parle à plusieurs reprises dans son ouvrage, Le Couteux. Donc voilà, ça c'est le premier gros chapitre, un rappel littéraire avec les grands codes des vampires. C'est bien parce que ça nous contextualise le mythe à travers la littérature. Il parle un tout petit peu du cinéma, mais à peine. Et ensuite, on a un deuxième chapitre qui va nous parler globalement, des raisons qui pourraient faire qu'un homme devienne vampire après son décès. Alors, on a un phénomène qu'on commence à connaître quand on lit Le Couteux. J'avais lu un livre sur les revenants aussi, qui était vraiment intéressant de lui. Et il nous parle d'un phénomène qui s'appelle la malmort opposée à la bonne mort. La malmort, eh bien c'est simplement comme son nom l'indique, quand un individu a eu une mauvaise mort. Alors la mauvaise mort, elle peut être cadrée avec différentes définitions. Ce sont les morts violentes, les morts, les exécutions, les crimes, les gens qui ont été assassinés. Mais pas simplement. Ça n'est pas simplement lié à ça, ça peut être aussi des gens qui sont mal morts parce qu'ils ont mené une mauvaise vie. Donc on peut parler de sorciers, on peut parler de marginaux, des gens qui sont regardés un peu de travers, et qui risquent finalement de mal mourir, si on peut dire, et de faire de mauvais morts. Et un mauvais mort, potentiellement, peut faire un revenant. Un revenant peut devenir potentiellement un vampire. Donc voilà, il nous donne l'origine de ce phénomène qui fait revenir le mort d'outre-tombe, soit pour demander de l'aide, ça arrive pour les morts, soit pour punir les vivants. Ou en tout cas, il exprime son mécontentement d'être mort, il est mécontent, et donc du coup, voilà, il revient parmi les vivants pour les harceler, les torturer, voire les tuer, comme peuvent le faire des vampires. Donc voilà, il esquisse comme ça, à grands traits, les origines possibles du vampire. Il nous parle de la bonne mort, à contrario, donc la bonne mort, des gens qui ont mené une bonne vie, qui n'ont pas grand-chose à se reprocher, qui en tout cas ont racheté leur péché si besoin il y avait de le faire, et qui ont une sépulture digne de ce nom. Oui, il y a aussi des gens qui ont une absence de sépulture pour les malmorts. Et donc voilà, donc quand on a une bonne vie, globalement, normalement on a plutôt une bonne mort, et on ne risque pas de revenir. Et on ne risque pas de faire un vampire. Alors après, il rentre un peu plus dans les détails. Je vous ai noté quelques éléments. Et il va nous expliquer qu'est-ce que devenir vampire, comment on devient vampire. Donc je vais vous lire quelques extraits de ce qu'il nous raconte à propos de cette transformation en vampire, en fait. Loin des studios hollywoodiens, c'est vraiment intéressant. Comment devient-on vampire ? Le vampire relève d'une famille de revenants spécifique. Pourquoi devient-on vampire ? Et non pas un simple revenant. Que nous disent à ce propos les traditions populaires ? Et quel est leur rapport au mythe moderne ? Le vampirisme est souvent présenté comme une malédiction par les écrivains, comme les conséquences d'une morsure, ou bien reste inexpliqué, ce qui contribue à déstabiliser le lecteur et à créer une ambiance fantastique. Les croyances populaires ont avancé bien d'autres explications, particulièrement riches en Europe orientale et méridionale. Véritable conservatoire de revenants, peu à peu considéré comme berceau de ces monstres. Les moments du décès sont particulièrement dangereux, nous dit-on, car le sort du mort s'y joue parfois. Qu'on en juge par ce résumé. Alors voilà, là il va nous livrer un texte, comme Le Couteux le fait très souvent, et c'est bien parce que ça nous donne une perception ancienne. Le citoyen Johannes Kunze, habitant Béniche, près de Jagendorf, un homme estimé de tous, fut frappé par un cheval et agonisait. À cause de méfaits non avoués, il désespérait de la miséricorde divine. Son fils, qui le veillait la nuit, aperçut, vers la 3e heure, un chat, qui ouvrit la fenêtre et sauta au visage du mourant, comme s'il voulait l'emporter, puis il se retira.
La mort survint à cet instant. On tut la terrible fin de Kunze et on inhuma le corps dans l'église, près de l'autel. À l'heure de son décès et pendant l'enterrement, il y eut de fortes pluies. 3 jours plus tard se montra un fantôme, ressemblant au défunt, tourmentant les dormeurs dans leurs lits et les bêtes dans les étables. Ce phénomène se reproduisit, le fantôme sautait sur les gens et les étranglait de telle façon que les marques étaient encore visibles longtemps. Il écrasait les femmes en couches et enlevait leurs enfants dans les berceaux. Les gens du commun croyaient qu'il existe des trous de souris dans les tombes de sorciers et examinèrent le tombeau de Kunz et en découvrirent bien qu'on les bouchait, ils baillaient le lendemain. Des taches de sang apparurent même sur la nappe de l'autel. Le fantôme suçait le lait des vaches. On finit par le déterrer. Le cadavre était intact avec une nouvelle peau fraîchement poussée. Des yeux tantôt ouverts, tantôt fermés. La tête était tournée vers le nord le premier jour, puis vers le sud le deuxième. Quand on blessa le cadavre, du sang frais en coulait, bien que le mort ait reposé en terre du 8 février au 20 août. On déposa le corps sur un bûcher, mais le bourreau dut s'activer toute la journée pour que le cadavre soit totalement réduit en cendres, et l'on jeta celle-ci dans le fleuve. Voilà, fin de citation. Alors après, juste un petit commentaire sur ce texte. Il est riche d'informations parce qu'en fait, il nous renvoie à un tas d'éléments qu'on connaît déjà sur les morts, sur la relation qu'on a avec les revenants et ce qu'on imagine, ce qu'on les imagine être capables de faire. Les animaux sont toujours très présents. Il y a effectivement cette notion que si un animal passe sur un cadavre, sous un cadavre, il va potentiellement apporter une punition divine et il va empêcher le processus naturel qui conduirait normalement le mort dans l'au-delà. Il y a cette notion d'étranglement et de saut. Là, il nous dit qu'il écrasait les femmes en couches et enlevait leurs enfants des berceaux. Il y a cette notion de pesanteur. Dans un autre livre de Le Couteau, j'avais parlé de l'apesard, cette notion de créature qui est capable de peser sur un individu. Et on a ça c'est en lien avec les elfes. J'avais expliqué ça dans la vidéo où je parlais du livre sur les elfes de Le Couteau. Et on a toujours cette mythologie qui finalement tourne en boucle et qui est adaptée en fonction des croyances de chacun et de l'époque, évidemment. Mais on retrouve toujours les mêmes éléments. Idem avec cette notion d'enlèvement d'enfants dans les berceaux. On a ça aussi avec les gnomes. Et les gnomes qui sont capables d'enlever les enfants et même de les remplacer. Là, on parle de changelins. Dans le livre sur les nains que j'avais lu, on nous parlait beaucoup des changelins. Ces êtres qui sont capables d'enlever un enfant et d'en remettre un autre à la place qui va mourir quelque temps après. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes éléments en fait mythologiques. Donc je poursuis un petit peu le récit. Je fais quelques ellipses. En Roumanie, l'origine des strigoi est ainsi expliquée. Ce sont des morts sur ou sous le cadavre desquels est passé un animal, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou bien des personnes nées coiffées et qui avalent leur membrane amniotique. En ce dernier cas, la sage-femme doit l'éloigner aussitôt et l'enterrer, ou bien la brûler et faire ingurgiter les cendres au nouveau-né, ou encore monter sur le toit de la maison et dévoiler qu'un futur revenant vient de naître. Il y a ceux qui ont recommencé à téter leur mère après avoir été sevrés, ou qui pleuraient dans le corps de leur génitrice. Ce sont aussi des enfants de sorcières, des enfants illégitimes que leur mère tue ou expose avant le baptême, des enfants incestueux, rejetons de sorcières et d'assassins, le 7e enfant d'une famille, et même des changelins, voilà, on y revient. C'est-à-dire des enfants substitués et remplacés par ceux de démons ou d'autres personnages surnaturels. En fait, on parle de gnomes. Ils naissent avec une queue, signe de leur prédestination vampirique. Mais on peut les sauver si on la coupe, etc., etc. Donc il nous parle d'autres éléments. Là, on nous cite un petit extrait d'un texte roumain. Qui peut devenir vampire ? En Transylvanie, les criminels, les sorciers, les mages, les bâtards, ceux qui sont nés coiffés ou avec des dents,
Ceux qui n'ont pas reçu le sacrement du baptême, ou ceux qui ont été excommuniés le peuvent. Le septième fils d'un septième fils est condamné à le devenir. Un peu partout en Europe, et non pas qu'en Transylvanie, on croit que si plusieurs garçons naissent à la suite, le cinquième ou le septième devient vampire. Au XVe siècle, en Picardie, il se transformait en cauchemar, en loup-garou. Ce qui nous prouve une fois de plus combien étroits sont les liens entre ces différents individus. Alors voilà, après il nous cite encore d'autres exemples de différents endroits des pays de l'Est. Alors là c'est amusant parce qu'il y a un petit détail dans le petit commentaire roumain, là, il était entre guillemets, qui nous dit, je reprends, le septième fils d'un septième fils est condamné à le devenir. Donc elle est condamnée à devenir vampire. Alors c'est amusant parce que on a aussi cette croyance en France, mais on ne l'interprète pas du tout de la même manière et les conséquences ne sont pas les mêmes. Le septième fils d'un septième fils, il peut devenir aussi ce qu'on appelle le marcou. J'avais entendu ça dans les campagnes. J'ai connu quelqu'un, un vieux monsieur, qui était un vendeur de vin, qui était plutôt un vigneron, il faisait son vin, il le vendait. Et en fait, il avait, je ne sais pas si c'était son frère ou lui-même, non je crois que ça devait être son frère, qui était censé être le septième fils d'un septième fils. En tout cas, c'était quelqu'un de sa famille, et qui avait cette dénomination de marcou. Donc le marcou, le septième fils d'un septième fils, qui était capable d'avoir des pouvoirs de guérison. Donc là, on est éloigné du vampire. C'était même l'inverse. En fait, il y avait un pouvoir surnaturel, mais il était bénéfique. Donc c'est amusant de voir comme les traditions peuvent glisser, en fait. Donc voilà, en ce qui concerne le fait de devenir vampire. Et le couteux va égrener tous les types de vampires qu'on peut rencontrer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Notre vision du vampirisme, elle est extrêmement étroite. Elle est réduite par le cinéma, par la littérature en amont, bien sûr, et après par le cinéma ou les séries télé, enfin en tout cas par les moyens de distraction modernes. Et évidemment, on n'a plus du tout la notion du vampire telle qu'elle était avant. Et elle s'est restreinte, comme dans un tunnel, et on a finalement concentré tous les éléments, on les a regroupés sur un seul et même personnage, que synthétise bien le Dracula de Bram Stoker, et puis tous les ajouts qu'on a pu faire à Dracula par la suite, ou au vampire par la suite. Mais en réalité, il y a plusieurs dénominations de vampires, il y en a même beaucoup, il y a plein de noms différents. On nous dit également qu'il y a un lien avec les sorciers, que les loups-garous, que eux-mêmes, peut-être l'origine du monstre est la même. Et en tout cas, il y a plusieurs types de vampires que je vais vous citer maintenant. Donc, le couteux nous fait tout un listing. Je ne vais pas vous lire le détail, je vais vous citer simplement le nom des catégories de vampires qu'il peut déterminer. Alors, il estime qu'il y a des vampires issus de sorciers, de loups-garous. C'est une première catégorie. Ensuite, il y a un type de vampire russo-latin qui s'appelle le Varkolak. Ensuite, on en a un en Bulgarie qui s'appelle le Grobnik. Grob, ça vient du mot tombe. Il nous donne l'étymologie, le couteux est toujours pointu là-dessus, c'est vraiment génial. Je vais vous lire au moins celui-ci. Donc, en Bulgarie, se rencontre le terme Grobnik, formé sur Grob, c'est-à-dire la tombe, et Tenek, dérivé de Ten, qui veut dire l'ombre. Nous avons aussi l'épire, qui désigne un mort d'origine inconnue. Donc voilà, là c'est le deuxième, le Grobnik. Nous avons ensuite le Opyr, O-P-Y-R. Nous avons, alors le Opyr, lui, il nous en parle en Turquie, par exemple. Nous avons ensuite le fameux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Vourdalak. Alors déjà, le Vourdalak ressemble quand même au Varkolak. Hein. Donc le Vourdalak qui est cité dans cette nouvelle d'Alexis Tolstoï, hein, la famille du Vourdalak. Nous avons ensuite le Broukolak. Le Broukolak. Qui est plutôt en Macédoine et en Grèce. Et nous avons aussi le Nosferat. Nosferat, c'est là que vient Nosferatu, donc c'est celui de Bram Stoker et de Murnau, hein, le film de 1922. Nous avons ensuite le Muroni. Alors là, on est toujours en Roumanie, on est en Valachie avec le Muroni. Nous avons ensuite le Strigoi. Alors le Strigoi, je vais vous lire le passage, qui est un petit peu long. Le Strigoi, c'est roumain.
Le roumain strigoi possède deux acceptions. Sorcière lorsqu'il s'agit de femmes vivantes et revenant quand il désigne des hommes semblant morts ou des cadavres qui ne se décomposent pas. On a toujours cette même notion, on l'avait tout à l'heure. Soit parce qu'il possède deux âmes, une bonne qui a quitté le corps à l'instant du trépas, tandis que la mauvaise y est restée, soit encore parce que l'âme est revenue dans son enveloppe charnelle 6 semaines, 6 mois ou 7 ans après le décès. Ces revenants ont l'aspect qu'ils eurent de leur vivant, sont parfois plus grands, ont les yeux rouges, des ongles comme des faucilles, une queue poilue et une large bouche. Leur visage est rubicond parce qu'ils sucent beaucoup de sang. Leurs jambes et leurs mains sont minces et sèches comme des fuseaux. Ou bien ils possèdent des pattes de chevaux ou de jarres. Ils déambulent pieds nus, vêtus d'une chemise vermeille ou blanche ou totalement nus. Leur corps est velu, leur chevelure est longue et leurs dents très grandes. On les représente parfois comme un squelette recouvert de peau, parfois comme de solides nains. Ils sortent de leur tombe à minuit, portant leur bière sur la tête ou sur le dos. Ils amènent le choléra, la peste, les maladies du bétail. Ils dévorent le cœur des hommes et des bêtes, sucent leur sang, aspirent l'âme de leurs parents, et si, métamorphosés en mouche, l'un d'eux se pose sur une personne, elle meurt. Ils aiment séjourner dans les maisons, les cimetières, sous les ponts, au carrefour, dans les lieux écartés. Ils dansent sur les tombes, volent autour des clochers, chantent et crient. Et les sorcières participent à ces activités. Ils se battent ensuite avec des tiges de lin, des haches, des faucilles, etc. Le vainqueur étant nommé roi des revenants. Voilà, ça continue un petit peu sur le strigoi. Et alors c'est marrant parce que justement, même dans cette définition-là de strigoi, on retrouve des éléments qu'on rencontre globalement dans les croyances et les mythes autour des revenants, simplement des revenants, même quand ils ne sont pas vampirisés. Là, on nous parle de leur fréquentation des carrefours. Et effectivement, dans l'imaginaire, dans la mythologie ancienne, les carrefours dans les campagnes sont un lieu qui peuvent être l'endroit où vont arriver des morts, où vont se manifester des nains, en tout cas des personnages mythologiques et fantastiques. Donc voilà, on retrouve ces éléments qui sont communs à beaucoup de mythes. Je reprends la terminologie pour la dénomination des vampires. Donc nous avons ensuite le Morrowi. Nous avons ensuite le Staffia. Nous avons le Vampire, qui est le dernier, le 12e et dernier que donne le Couteux pour cette catégorie de dénomination des vampires. Je vais quand même vous lire celui du Vampire, hein, qui est écrit V-A-M-P-I-R. Je crois que ça existe avec un Y aussi. Parce que bon, évidemment, le Vampire étant le titre du livre et étant la créature qui a supplanté toutes les autres, c'est quand même intéressant d'avoir son origine. C'est plutôt court, je vais pas tout vous lire. Outre-Rhin, Vampire est mentionné pour la première fois en 1732. Et l'auteur qui en parle, et dont nous ne connaissons que les initiales du nom, s'interroge sur la signification du terme. En Angleterre, vampire, V-A-M-P-Y-R-E, entre dans le vocabulaire par le canal d'un récit de voyage publié en 1745, mais rédigé en 1734. The Travels of Three English Gentlemen, from Venice to Hamburg. Le narrateur cite des cas de vampirisme de Serbie, de Russie, de Pologne, de Lituanie, en se référant au proviseur Johann Heinrich Zopf, et écrit, entre guillemets, « Ces vampires sont supposés être les cadavres de personnes décédées, animés par des mauvais esprits, sortant de leur tombe la nuit et suçant le sang de bien des vivants, ce qui finit par les tuer, fermez les guillemets. » Voilà, il continue un petit peu, je ne vous révèle pas tout sur ce qu'il nous dit à propos des vampires. Alors il y a un autre élément là qui était cité dans les strigoi, je crois bien, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va revenir aussi régulièrement, c'est la capacité à ces êtres fantastiques à apporter des maladies en fait, à les propager, n'importe quel type de maladie, que ce soit la peste ou autre. Et là je vais vous donner un petit exemple, lire un petit exemple, où on nous parle du choléra. Donc on imagine que le vampire, en fait, est à l'origine d'une maladie. Évidemment, c'est sûr que aujourd'hui on comprend
comment tous ces gens ont pu croire à tous ces mythes, à toutes ces horreurs, parce qu'effectivement, il fallait apporter une réponse pragmatique alors là, pour le coup, à une épidémie, à un décès, à un phénomène inexpliqué, et on prend ce qu'on peut. Donc quand on n'a pas une grande religion installée, un monothéisme qui va nous codifier tout ça, eh bien on a la survivance de 10 000 croyances qui existent depuis des milliers d'années, en réalité. Donc là, c'est le cas d'un décès. La première étape est initiée par un signe qui ne trompe pas. Une personne du voisinage dépérit, ou bien plusieurs décès rapprochés surviennent sans qu'il y ait de raison visible. On pense à une épidémie, une pestilence, comme on disait autrefois. Comme le déclare un ermite dans la famille du Vourdalac, encore, entre guillemets, le vampirisme est contagieux. Bien des familles en sont atteintes. Bien des familles sont mortes jusqu'à leur dernier membre. Donc je vous fais quelques ellipses. On nous dit qu'un suicidé, en certaines circonstances, deviendra vampire. Ce spectre visitera les êtres vivants dans leur sommeil. Ceux-ci mourront, ou presque tous, invariablement, dans leur tombe, se transformeront en vampires. Voici un témoignage du XVIIIe siècle, de monsieur de l'île de Saint-Michel, qui relève ceci. Deux points, ouvrez les guillemets. Une personne se trouve attaquée de langueur, perd l'appétit, maigrit à vue d'œil, et au bout de 8 à 10 jours, quelquefois 15, meurt sans fièvre et sans aucun autre symptôme de maladie que la maigreur et le dessèchement. On dit en Hongrie que c'est un vampire qui s'attache à cette personne, lui suce le sang. De ceux qui sont attaqués de cette mélancolie noire, la plupart, ayant l'esprit troublé, croient voir un spectre blanc qui les suit partout, comme l'ombre fait le corps. Fermez les guillemets. Alors, voilà, le couteau nous livre son analyse. Les hommes d'antan interprètent donc les faits qui nous sembleraient aujourd'hui limpides, en fonction d'une longue tradition de croyance, ne laissant place à aucun doute. C'est ainsi que se répand la croyance au vampirisme, alors que, selon toute vraisemblance, nous avons affaire à une simple épidémie pour ces gens qu'ils appelaient la peste, faute de diagnostic précis. Des esprits éclairés ont, dès les années 1730, tenté de démontrer que ces décès étaient dus à une épidémie. Et voilà, après on nous parle également d'un autre exemple d'épidémie, et la conclusion c'est qu'il s'agit d'une épidémie de choléra, d'où les visages rubicons du vampire, qui est une des caractéristiques du choléra. Donc évidemment, ce genre de lecture, ça nous permet d'entrer dans la tête des gens de cette époque, de redécouvrir leurs croyances, leur mythologie, qui était encore une fois accumulée depuis des siècles et des siècles. Ça peut remonter à des millénaires en fait. Donc c'est vraiment passionnant ce genre d'analyse. Alors un petit texte, ce que nous dit le couteux, ce qu'il a réussi à récolter comme information, cette fois-ci qui sont plus d'un point de vue religieux catholique, chrétien en tout cas, pour se protéger des vampires. Globalement, dans les mythologies anciennes, il n'y a pas forcément cette notion d'ail, alors on peut la retrouver, hein, mais c'est surtout qu'on doit se débarrasser du vampire. Donc le vampire, je vous le disais tout à l'heure, est un mal mort. La première précaution, c'est de ne pas mourir d'une mauvaise manière, et si malheureusement c'est le cas, eh bien c'est de se débarrasser du corps. On va jusqu'à clouer les morts dans leur cercueil, on les retourne, on les cloue, on peut leur attacher les pieds, on peut leur couper la tête et leur mettre entre les mains. Il y a tout un tas de choses, on peut les brûler, comme c'était dit tout à l'heure. Donc voilà, on essaye de se débarrasser du mort. Maintenant, il y a le point de vue chrétien des choses, donc là je vais vous lire un petit exemple des choses. Les mesures chrétiennes sont plus nombreuses. Il y a l'aspersion d'eau bénite. C'est un classique, on a tous vu ça dans les films de vampires. Dont Guillaume Durand, évêque de Mende, en Lozère, au XIIIe siècle définit ainsi le but. On ne vise pas à remettre les péchés du défunt, mais à refouler la présence de tous les esprits immondes. Fin de citation. On fait couler de la cire d'un cierge béni sur le nombril du cadavre. On dispose 3 petites croix de cire sur lui ou du sel. On en place un objet métallique près du mort, un fer à repasser, des ciseaux ouverts, des clés, une pince, une faucille. Parfois on dépose sur le couvercle du cercueil une lourde hache, une pierre ou des cuillères d'étain. D'autres précautions sont manifestement destinées à entraver la liberté de mouvement. On lie les mains dans le dos, on l'attache. Au Danemark, on liait ensemble ses 2 gros orteils avec des fils rouges.
ou bien les jambes, avec un fil de soie noire, après avoir planté des épingles dans la plante des pieds. Puisque le mouvement des mâchoires provoque de nouveaux décès, on va tenter de l'empêcher, en attachant la bouche du défunt. Mesure inspirée de la réalité, puisque on procède ainsi en attendant que la rigidité cadavérique ait fait son œuvre. Ou bien en y plaçant une pièce de monnaie, un tesson de tuile ou une pierre qu'il mastiquera, et qui n'aura pas de conséquences néfastes. Il semble bien, en effet, que la seule mortalité soit liée essentiellement à la dévoration du linceul ou à celle des propres membres du cadavre. On empêche ainsi les mâchoires d'aller et venir en déposant une motte de terre sous le menton du défunt, ou un bout de bois de tremble sur lequel on a gravé 3 croix. Alors voilà, on continue, il y en a d'autres, il y a d'autres méthodes, et c'est assez amusant parce que le couteau nous apprend qu'on rencontre des méthodes anciennes d'inhumation de corps, où on retourne le cadavre, déjà à l'époque du néolithique, et on peut se poser la question si déjà à cette époque reculée, il n'y a pas les prémices de ces croyances. Il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'elles ne soient pas là, elles sont très anciennes, et si effectivement toutes ces traditions que j'évoquais là, ne sont effectivement pas vieilles de plusieurs millénaires. 2000 ans certainement, 4000, 5000, 10 000, pourquoi pas. On peut avoir eu des croyances très anciennes et des pratiques qui ont perduré, comme cette disposition à retourner le cadavre dans son cercueil. Alors c'est amusant parce qu'en fait de toutes ces mesures, là on parle quand même d'un évêque, hein, c'est ça, c'est l'évêque de Mende. Même si on est au XIIIe siècle, de toutes ces mesures chrétiennes, le cinéma ne s'en est pas emparé, ou quasiment pas. On a retenu dans la littérature, et enfin un peu moins dans la littérature, mais plutôt dans le cinéma, tout ce qui était visuellement intéressant. Hein. Donc c'est-à-dire on lui plante un pieu dans le cœur, c'est bien plus efficace que de lui mettre une pièce dans la bouche, ou des aiguilles plantées dans la plante des pieds, ou de verser de la cire de cierge baignée dans son nombril. C'est amusant, hein, comme on s'empare de certains mythes et pas d'autres. Je vais vous lire un dernier extrait. Qui est sur simplement l'hypothèse avancée par certains, les hypothèses médicales du vampirisme. D'où il vient, est-ce qu'on peut éventuellement lui trouver autre chose que de l'imaginaire, autre chose que des traditions qui se transmettent au fur et à mesure dans des peuplades. Donc là, le couteau nous fait les résumés de plusieurs recherches anciennes, dès le XVIe siècle, XVIIe, sur les maladies. Et là, on nous parle en particulier d'une hypothèse. Nous évoquerons les dernières hypothèses en date. D'abord, celle de Wayne Tikkanen. Pour ce professeur de chimie de l'université de Los Angeles, le vampire serait un malade atteint de porphyrie, maladie du sang, héréditaire et fréquente en Transylvanie, provoquant le retroussement des lèvres et des malformations dentaires, l'hypertrichose, un développement anormal du système pileux, la nécrose des doigts et du nez, le noircissement de la peau qui devient très sensible aux ultraviolets, et l'un des composants de l'hémoglobine qui se transforme en toxine. Tikkanen nous explique que certains malades se cachaient dans des cercueils pour se protéger du soleil. Et il rejoint les conclusions présentes de L. Hayles en 1964 dans son étude sur cette infection. Alors, notre ami le couteux veut bien qu'on nous trouve des explications scientifiques. Il veut bien qu'on essaye de tout rationaliser, mais il aime bien quand même, comme il l'avait fait pour les nains, les elfes et les revenants, rappeler les contextes, à savoir que ces gens qui nous ont fait parvenir par le biais de croyances, de récits, de mythes, leur peur du vampire, pour ne parler que du vampire, eh bien ils y ont cru.
Ils y croient encore d'ailleurs, dans certaines contrées comme dans certains pays de l'Est. Et qu'on ne peut pas balayer la croyance d'un revers de la main par simplement de l'analyse scientifique. C'est pas pour ça que le Couteux croit aux vampires, attention, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Il explique la même chose avec les nains. Il explique simplement qu'on ne peut pas s'arrêter simplement aux données scientifiques. Je vous lis un tout petit extrait de ce qu'il en dit, il appelle ça le refus de l'évidence. Tous nos esprits éclairés, tous ces bons rationalistes et positivistes, tous les théologiens confrontés à ce qui heurte leurs convictions, qui reposent soit sur de longues études scientifiques, soit sur le dogme chrétien, avancent donc des explications qui ne sont en fait que le reflet exact de leur psyché, de leur mode de pensée. Et ils refusent ainsi d'admettre la croyance populaire, qui de son côté apprécie différemment les faits. Quand tous nos érudits et ecclésiastiques avancent les termes d'esprit, d'âme, de diable ou de démon pour tenter de définir ce qui fait vivre, anime le cadavre et empêche sa décomposition, ils nient l'évidence, ne tirent aucun parti de leur observation et surtout de l'essentiel. Morts, malfaisants et vampires ne cessent leur activité qu'une fois réduits en cendres. Pour les uns, l'âme ou l'esprit est alors libéré des chaînes qui l'entravaient encore et faisaient obstacle au départ vers l'au-delà, au trépas. Pour les autres, le diable est privé de son réceptacle. Ces explications ou ces conclusions ne font que tourner autour du pot et obscurcissent des données fort anciennes. Dans un lointain autrefois, un individu possédait plusieurs âmes, chacun attaché à l'une des parties du corps. Il nous en a déjà parlé dans d'autres ouvrages. Nous avions ainsi l'âme des os, l'âme du foie, du sang, etc. Au Moyen-Âge, le lexique des langues vulgaires atteste la survivance de cette croyance. Et le nombre de vocables qui désignent l'âme varie de 5 à 3. Quant au texte latin, ils attestent au moins 3 termes, animus, spiritus et anima. Et ce surtout dans la littérature cléricale. Je fais une ellipse. Résumons les faits. L'activité des morts s'éteint avec la destruction totale de leur corps. Les individus prédestinés à revenir sont essentiellement des marginaux, du moins dans un premier temps réputés, nés à une certaine date, en certaines circonstances, etc. etc. De hauts sorciers et devins, il n'y a qu'un pas. Des caractéristiques deviennent évidentes après leur décès. Loups-garous, sorciers, devins, cauchemars, tous possèdent la faculté de se dédoubler, c'est-à-dire d'émettre leur double, leur alter ego. Donc, il part dans toutes ces explications pour une bonne et simple raison que je vous évoquais tout à l'heure. C'est qu'il ne faut pas oublier que les croyances ont la vie dure et qu'elles ont une raison d'être. C'est-à-dire que à toutes ces époques, si ces gens avaient besoin de croire aux vampires, avaient besoin de croire aux loups-garous, c'était le résultat de millénaires d'évolution de traditions qui s'accumulaient, qui se transformaient de temps en temps, et qui avaient une raison d'être, qui était logique, parce qu'elle correspondait simplement à un monde de l'époque. Ce monde qui entourait ces gens qui croyaient aux vampires, qui croyaient aux loups-garous, à ce genre de phénomènes surnaturels, fantastiques, mythologiques, eh bien, effectivement, ils avaient une raison d'être, ils trouvaient une justification dans le quotidien. Et c'est pour ça qu'il nous explique que on a beau essayer de trouver des explications rationnelles, c'est pas là qu'il faut chercher l'origine du phénomène. L'origine du phénomène ne réside pas, ça peut expliquer, mais ne réside pas seulement dans une maladie, la porphyrie ou d'autres, ça réside dans des croyances bien plus anciennes, bien plus profondes, qui sont le fondement des mythes de l'humanité en réalité. Bon voilà, j'ai passé un très bon moment avec ce livre de Le Couteux. Honnêtement, tous ceux qui s'intéressent aux mythes, et même les gens qui s'intéressent simplement aux vampires, devraient lire ce livre. C'est vraiment passionnant. On est dans une étude très sérieuse, mais qui nous apporte un lot de distractions avec tous les textes anciens qui y sont incorporés. J'avais fait le même constat avec les nains, les elfes et d'autres livres de Le Couteux. Je ne peux qu'inviter à lire des livres de Claude Le Couteux. C'est vraiment un universitaire brillant. Et quand on aime la thématique mythologique, eh bien c'est vraiment intéressant de se plonger dans ces ouvrages. Voilà, faites-vous une idée par vous-même. Histoire des vampires, autopsie d'un mythe. Vous passerez, j'espère, un bon moment. A bientôt pour une autre vidéo.